passer à une autre thématique qui suscite aussi beaucoup de discussions et d'interrogations pendant les journées de formation et de sensibilisation. C'est la gestion de crise. Donc voilà, l'idée c'est que parmi les critères impératifs, toujours de l'HAS, figure ce plan de gestion de crise et de continuité de l'activité. Donc on a 2 témoignages, l'un de la Fondation John Boss qu'on a déjà entendu sur les aspects éthiques, cette fois en la personne d'Agnès Martinet, que je remercie d'être venue, qui va se présenter puisqu'elle est responsable qualité pour un ensemble de SMS. Voilà. Et Camilla Laurie, qui, elle, est responsable qualité-gestion des risques pour l'association dont on a eu la directrice générale, donc l'ADAPI 33. Voilà. Donc, l'une et l'autre, vous avez déjà vécu plusieurs visites d'évaluation. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est comment vous avez élaboré ce plan de gestion de crise et est-ce que la préparation de la visite vous a orienté d'une manière ou d'une autre? Comment est-ce que vous avez travaillé ce sujet? Alors nous, à l'ADAPI, on a travaillé ce sujet avant les visites HAS. Le plan bleu ou le plan de gestion de crise à l'ADAPI, ça se limitait à la canicule, comme beaucoup d'établissements médico-sociaux. Donc moi, je suis arrivée en 2020 à l'ADAPI. C'était déjà quelque chose qu'on a travaillé dans le service qualité pour accompagner les directions et que ce plan de gestion de crise prenne vraiment le périmètre qui est demandé sur les établissements médico-sociaux. Comme la maltraitance tout à l'heure, en fait, l'évaluation HAS, elle permet d'impulser. Je suis assez d'accord avec ma collègue de la page, on n'a pas fait pour les évaluations HAS, mais n'empêche que ça met en mouvement et que ça pose bien aussi les attendus auprès des directions et des professionnels. Et en ce sens-là, ça donne un cadre qui est facile à respecter, en tout cas qui donne une ligne directrice pour l'adaptabilité comme ça. Parce que je n'ai pas dit, mais à votre actif, vous avez quand même 20 visites d'évaluation réalisées, et donc accompagnées par vous-même, ce qui est quand même pas rien. Agnès Martinet, donc là vous êtes sur un site où il y a, redites-nous... Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc sur le site Vallée d'Ordogne, SVD, il y a 14 établissements, dont 8 sanitaires, 8 structures sanitaires, et nous avons sinon un EHPAD, de la masse, du FAM. Voilà, donc effectivement, moi je suis arrivée au mi-2019 à la Fondation. Il y avait déjà un plan blanc issu du sanitaire, logique, et tout comme ma collègue, le plan bleu médico-social se cantonnait à une fiche canicule faite en juin. Voilà. Donc tout l'enjeu a été de retravailler, d'approfondir le sujet, de redynamiser un petit peu cette dynamique gestion de crise, et donc effectivement bien avant l'obligation réglementaire de l'évaluation. C'est un travail qui a été initié dès fin 2019. Voilà. Oui, on peut juste préciser que la notion de crise est multiple. Vous l'avez dit, plan bleu au départ, c'était essentiellement canicule ou grand froid pour les CHRS et le plan et tout ce qui était versant social. Aujourd'hui, on peut mettre un S à type de crise et dans son guide, le ministère parle de situation sanitaire exceptionnelle, SSE, ce qui est un concept un petit peu plus large. Voilà. Et deuxième précision, aujourd'hui dans la doctrine, et le guide porte le nom de guide d'élaboration pour le plan bleu d'EHPAD. Donc on est bien sur des plans de gestion de crise au pluriel, et pas seulement pour les EHPAD, mais pour l'ensemble des ESMS. Donc là aussi, critère impératif, mais pas que pour les EHPAD. Oui, nous à l'ADAPI, on n'a que du handicap, on n'a pas d'EHPAD, donc on a mis les mêmes conditions qu'en EHPAD. D'accord. Alors, du coup, quelle forme prend votre plan? Comment est-ce que vous l'avez travaillé déjà avec les équipes? Est-ce que vous êtes parti plutôt de ce que vous aviez ou de l'idéal Alors, on a fait un peu un mix des deux, c'est-à-dire qu'on a dû réexpliquer ce qu'était une crise déjà de façon générique et se dire qu'il y a des crises qu'on connaît déjà. Donc, effectivement, la canicule en fait partie. On a des crises dans nos foyers aussi, comme la gastro, comme des épidémies de gastro. C'est des choses qu'on connaît déjà, donc on a essayé de récupérer ce qui existait dans les établissements. Et on a fait deux parties à notre plan bleu, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la crise qu'on ne connaît pas et qui arrive et devant laquelle il faut s'organiser de façon très générique avec une cellule de crise. Comment on compose notre cellule de crise, comment on la réunit, où on la réunit,
quel est le rôle et quelles sont les missions de chacun des participants, et une deuxième partie des crises qui existent, qu'on connaît et qu'on peut alimenter au fur et à mesure de nos expériences. On peut avoir des crises on a un établissement qui a dernièrement reçu la foudre. Ça, on aura un retour d'expérience qui nous permettra d'alimenter le plan bleu de cet établissement et des autres sur quand il y a la foudre, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut se mettre en situation de règlement ou de gestion de cette crise de façon un peu plus précise qu'une crise générique. D'accord. Peut-être qu'en amont, j'avais eu un retour d'expérience d'une autre association qui avait, pour identifier les familles de risque ou les situations à risque, vous pouvez contacter soit la préfecture, qui est en général une cellule spécifique, c'est ce que vous avez fait, ou sinon les communes ou les municipalités doivent aussi être en mesure de vous procurer la liste des risques principaux liés à votre géographie, à votre site. Ouais. Donc effectivement, tout à fait, nous on est parti du même constat. Le SVD est étendu sur 7 communes, donc avec des risques plus ou moins différents. Donc on a tout d'abord en 2020 contacté en fait chaque commune pour qu'ils nous donnent les risques, ce qu'on appelle l'ERP, les risques naturels, technologiques, biologiques, pour voir un petit peu à quels risques nous étions soumis. Donc très clairement, nous avons vu que le risque NRBC, par exemple, n'était absolument pas nécessaire sur le SVD, alors qu'initialement, par exemple, sur un établissement précédent où j'avais travaillé, lorsqu'on avait fait cette démarche de RP, on s'était aperçu que le risque NRBC était concerné parce que nous avions un train qui passait toutes les nuits sur la commune et qui transportait des déchets radioactifs. Donc il fallait de toute façon, sur cet établissement, qu'on rentre en contact avec le MCO et le SDIS du département pour travailler cette thématique NRBC. Bon, là, sur le site SVD, on n'y était pas. Par contre, on a un risque qui est l'inondation sur 2 de nos établissements suite à un barrage qui se trouve à Bort-les-Orgues, qui est dans le Cantal, enfin Cantal-Corrèze. Et si jamais il y a une rupture de barrage, on a 2 établissements qui seront inondés. Mais inondés, voilà. Donc il a fallu travailler ce plan d'inondation en risque de rupture de barrage. Il y a seulement sur nos 14 structures, il n'y en a que 2 qui sont concernées. Voilà. Donc c'est effectivement contacter la mairie, demander le RP et ensuite travailler le risque vraiment concerné. En Dordogne, nous avons des fichiers S, donc le risque attentat est aussi un risque qui doit être travaillé dans le cadre du plan bleu et du plan blanc. Nous avons, sur le site Vallée d'Ordogne, c'est un établissement, donc les structures ne sont absolument pas fermées, c'est un parc qui est complètement accessible, mélangé ville, établissement. Donc nous avons aussi nécessité de travailler le confinement. Comment on sécurise, quel PSE, comment on sécurise en fait notre établissement, notre structure SVD par rapport à ce risque d'intrusion, de vol, etc. Donc un éventail assez vaste de risques que vous avez identifiés est forcément différent d'un endroit à l'autre, enfin d'un établissement à l'autre. Ok, d'accord. Et donc vous l'avez présenté lors de 6 visites, c'est ça? Enfin, cette façon de travailler les choses, vous l'avez pu présenter en évaluation? On est à 6, on a la 7e qui arrive en janvier. D'accord. Et ça a été, j'allais dire, validé ou en tout cas bien reçu par les évaluateurs? Oui, les plans ont été présentés, les équipes. Alors, de même, on a une socle, la cellule de crise, qui a été complètement retravaillée, refondue. C'est elle qui pilote cette démarche et qui va aussi être moteur pour tout ce qui est exercice, dont on va parler après. Et on a notre cellule de crise qui se réunit minima 4 fois par an pour maintenir même s'il n'y a pas de crise. Même s'il n'y a pas de crise, la cellule, elle est là aussi pour travailler le sujet gestion de crise. Et ce qui a été aussi très important, c'est de casser cette sémantique de plan bleu, plan blanc, parce que nous, sur le site, nous avons des établissements qui ont double, voire triple autorisation. Donc je peux avoir un établissement qui a une partie sanitaire et une partie médico-sociale. Donc je vais passer un couloir, je vais leur parler plan bleu, je vais leur passer l'autre couloir, je vais parler plan blanc. Et si je suis en plénière, c'est la même chose. Donc du coup, on a cassé et on a parlé de plan de gestion de crise. Et maintenant, j'amène aussi ce jargon, effectivement, SSE, parce que les professionnels, lorsqu'ils rencontrent les évaluateurs, c'est le terme que les experts visiteurs en sanitaire et les évaluateurs en médico-social utilisent. Ils ne parlent plus de plan blanc ou plan bleu. Ils parlent de plan de gestion de crise ou de plan de situation sanitaire exceptionnelle. Donc il faut aussi amener les professionnels à s'emparer et arrêter le plan blanc, plan bleu,
parce que ça peut les mettre en difficulté. Et du coup, vous avez une cellule de crise qui peut être commune? Alors, elle est commune au site. D'accord, ok. Elle est commune au site, oui. Ok, donc efficace. Merci. Est-ce que l'une et l'autre, vous avez travaillé dans le même document, le plan de gestion de crise et le plan de continuité de l'activité? Parce que c'est une question qu'on me pose parfois. Pour nous, oui, le plan de continuité d'activité, c'est une annexe du plan de gestion de crise, on le met dedans. D'accord, et pour vous? Alors nous, historiquement, c'était un document à part, et là, nous sommes en train de le retravailler. Effectivement, ça va être une nouvelle annexe du plan de crise pour que ce soit là encore aussi plus simple, à la fois pour les directions, les staffs ou les professionnels, lorsqu'ils vont chercher un document, ils vont chercher crise et ils prennent la thématique dont ils ont besoin. D'accord, entendu. Il y a un autre critère toujours lié à ce fameux plan qui dit que le plan est diffusé en interne et en externe. J'avais une question un petit peu de curiosité. À qui est-ce que vous l'avez diffusé en externe? Alors en externe, nous on le diffuse chaque année ou à l'ARS, au département, selon les... Vos autorités? Oui, aux autorités, selon les établissements. Et en interne, aux professionnels, et ça c'est quand même quelque chose qui est demandé aussi par les évaluateurs. Est-ce que les professionnels ont connaissance de ce plan de gestion de crise? Ils vont venir le vérifier par des interviews. Ok, d'accord. Et je rajouterai également en CVS, où ils sont présentés, parce que c'est quelque chose aussi qui est attendu dans le référentiel. Il y a une question adressée aux membres CVS par rapport à l'association sur la gestion de crise. Donc c'est vrai que c'est important aussi de le présenter annuellement, aussi, de leur parler de cette thématique crise petit à petit, et de les acculturer à cette démarche crise. D'accord. Je pense que l'envoyer aux centres hospitaliers qui peuvent être vos partenaires, ça peut être une suggestion. À la municipalité, si vous êtes dans des communes avec un nombre d'habitants relativement restreint, donner l'information, c'est toujours intéressant. Et ils sont contents de l'avoir, voilà, même s'ils n'utilisent pas forcément. Ce que j'ai envie de dire et de retenir de tout cela, c'est qu'effectivement, un point crucial, et vous ne pourrez pas avoir de plan de prévention et de gestion de crise sans cela, c'est de définir ce qu'est votre cellule de crise, à partir de quel moment est-ce qu'elle se déploie, qui la compose, et cette composition peut être différente selon les types de crises, bien entendu. Et ce qu'on oublie parfois de faire, c'est faire le lien entre l'astreinte ou le système de garde que vous pouvez avoir mis en place. En général, un professionnel d'astreinte, en cas d'astreinte, est en capacité de déclencher la cellule de crise. Ok. Et question subsidiaire, parce que ça fait aussi partie des critères, et c'est pas facilement, respecté ou mis en œuvre. Est-ce que vous avez eu la possibilité de réaliser des exercices, voire des retours d'expérience? Alors nous, non. Donc voilà, on le dit assez clairement dès le début, c'est le début de la démarche, on ne cherche pas dans les évaluations, on assume, on n'en fait pas, et c'est peut-être pas une priorité de ce qu'on va faire en premier non plus. Donc je vais laisser ma collègue qui, elle, est beaucoup plus avancée sur ce sujet. Donc vous, ça fait partie de vos plans d'action pour l'instant? Ouais, ok, d'accord. Alors effectivement, nous, on a la chance d'en faire depuis 2 ans, parce que ce fut quand même un long combat. On est en santé mentale, donc il a fallu casser tous les freins autour de « chez nous, c'est pas réalisable ». Ça va les perturber, voilà, on n'est pas un MCO, on peut pas... Et en fait, voilà, à force de persuasion, au bout de 2 ans, on a eu notre premier exercice en mai 2022 pour test. Donc on a opté, alors bien sûr il y a une stratégie, on a d'abord opté pour l'incendie, c'est le plus facile, et sur une structure qui était en train d'être déménagée, entre guillemets, donc il ne me restait plus que 10 patients en sanitaire, et donc on a ciblé cet établissement. Ensuite on en a fait sur du FAM, parce que public plus autonome, bien ciblé. Donc à chaque fois on a construit un scénario, travaillé avec la direction de l'établissement. Et j'ai un collègue au service technique qui est spécialisé dans la sécurité incendie, donc on travaille tous les deux de binôme pour réaliser nos exercices. Donc en 2022, nous en avons fait 2. En 2023, nous en avons fait 2, dont un de nuit. Et là aussi, c'est encore une nouvelle avancée, parce que... Et oui, les crises ne tombent pas que le jour, pendant les jours, voilà. Et puis en 2024, nous en sommes à 3, dont un de nuit. Et là, l'objectif... pour 2025, c'est 1 par trimestre, toujours cette thématique, et on va élargir la thématique également. Ça, c'est l'enjeu de la cellule de crise. On continue 4, donc on passe à 4, 1 par trimestre, c'est bien, et on élargit aussi la thématique. On ne va plus se cantonner à l'incendie, parce que le retour à chaque fois, les retours terrain,
En fait, on écouterait les professionnels, ils voudraient qu'on en fasse tous les ans, sur tous les établissements. Donc en gros, il faudrait qu'on fasse 14 exercices sur toutes les thématiques, et parce qu'en fait, ils en ont besoin, vraiment. Là, les documents prennent vraiment tout leur sens, et ils s'emparent de ces documents, alors qu'avant, on leur diffuse. Bon, voilà. L'exercice, il est là plus dans le côté ludique. Voilà. Mise en pratique, oui. Juste préciser que nous, on fait des incendies, c'est plus les autres crises qu'on ne simule pas en exercice. Bon, après, on a la chance, effectivement, sur le site, on en avait parlé, d'avoir une équipe de première intervention aussi. Donc, ça facilite l'exercice régulier. Ouais. Et on le fait tout le temps en partenariat aussi avec le SDIS 24. C'est pas mal. D'accord, écoutez, au fur et à mesure de la prise de parole, vous avez vu des extraits en fait des plans des différentes, de la Fondation d'une part et de l'association d'autre part. Ça peut vous donner des idées de bonnes pratiques, pourquoi pas. Moi je redis, en général, vous avez déjà des choses, l'astreinte, la garde, un début de cellule de crise, en tout cas des choses autour de maintenant tout ce qui est Covid et autres, hein, ça c'est maintenant quand même un petit peu su et travaillé, et bien sûr on avait déjà tout ce qui était incendie. Voilà. Donc la question des exercices et des retours d'expérience, elle reste à peut-être généraliser ou systématiser. Est-ce que vous avez des questions dans la salle aux techniciennes qui ont accompagné de nombreux plans et du coup de nombreuses visites d'évaluation? Monsieur, et puis Catherine. Merci pour votre présentation. Comme vous avez une expérience d'évaluation externe, j'ai entendu le nombre de 20, lors des visites, les évaluateurs sont extrêmement précis au niveau des questions, au niveau des professionnels, puisque on peut écrire voilà une cellule de crise, une procédure de gestion de crise, ça il n'y a aucun problème. Ce que je crains, c'est que le jour de l'évaluation externe, les professionnels ne sachent pas répondre dans les détails en fait en fonction du type de crise, puisque heureusement c'est pas quelque chose que nous avons tous les jours. Moi j'ai un établissement qui est dans le périmètre d'une centrale nucléaire. Et donc, on imagine bien, et heureusement, qu'on n'a pas un accident nucléaire tous les jours, quoi. C'est pas précis dans ce sens-là. Ce qu'il demande aux professionnels, c'est de savoir s'il y a une crise, qu'est-ce que vous faites. Le professionnel, s'il répond qu'il y a un plan bleu ou un plan de gestion de crise, je sais où il est accessible, je sais en gros qu'il y a une cellule de crise et comment l'information va arriver à moi, c'est suffisant en fait. C'est un peu du même type que les protocoles. Je sais où sont les protocoles, je sais pas exactement tous, mais en tout cas, je sais aller vers l'information. C'est ça qu'ils viennent chercher. D'accord, merci. En termes de risque, le risque numérique, vous avez pu le travailler ? Alors nous on le travaille, mais pas, on ne l'a pas intégré dans le plan bleu. C'est travaillé, c'est l'équipe informatique le porte et nous sensibilise à ça, mais c'est pas encore une annexe, c'est pas encore dans nos plans bleus effectivement. Je l'évoquais quand vous évoquiez la communication externe. Bien sûr, sur ces éléments-là, on évite de communiquer. Sur le site, c'est pareil en fait. On a un service transversal informatique, donc c'est eux qui pilotent toute cette démarche au niveau de la direction générale de la Fondation. Et les risques sont effectivement également, mais ils ne sont pas intégrés non plus au plan de crise pour le moment. C'est un axe, peut-être. Bonjour, merci pour votre retour d'expérience. Donc, je suis conseillère technique qualité à l'Institut Don Bosco et on a beaucoup d'établissements concernés par les plans de continuité de l'activité gestion de crise. J'avais une question en lien avec la parution du décret en janvier 2024 sur le plan bleu qui demande donc d'intégrer les dispositifs du plan Orsan dans les plans bleus des établissements. Comment vous avez fait ? Alors là, le lien, il est fait effectivement avec la préfecture également, tous les services de secours. Et nous avons en fait pour le moment juste intégré dans notre partie cellule de crise, comment nous allons articuler tout ça en fait. On reste très frileux parce que même les autorités ne savaient pas trop comment on allait l'articuler. Donc je pense que c'est plus le lien avec
les établissements sanitaires de première instance, nous, on est médico-social. Pour le moment, on est un peu moins concernés. Donc nous, on a fait, voilà, sur le site, nous avons décidé de faire une liste de vœux d'organisation, mais on ne l'a pas testé. C'est la même chose pour nous, effectivement. Au SAMU. Ah, ça fonctionne. Est-ce que vous avez entendu la question ou pas? On l'envoie pas, nous, au SAMU. J'ai envie de dire qui peut le plus peut le moins, avec un envoi électronique, vous vous garantissez que voilà, ils ont reçu l'information. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Après, le degré de sensibilisation et les capacités pour intervenir en partenariat s'il y avait quelque chose ou en amont, voilà, c'est quand même assez compliqué à mobiliser. Ouais. Ok. Bonjour, Gabrielle Schmitt, je suis directrice adjointe dans un IME de l'ADAPI Charente. Et on se posait la question avec ma collègue par rapport aux unités d'enseignement externé que nous avons dans tous les établissements scolaires du secteur. Comment inscrire les exercices qui sont réalisés par les directeurs d'école dans le cadre de leurs exercices programmés dans notre plan de gestion de crise, sachant que les personnels médico-sociaux sont sous la responsabilité de l'IME, mais que pour autant les enfants accompagnés par nos équipes sont dans les établissements scolaires du secteur. On fait un lien avec ce qu'ils appellent le PMMS dans les écoles. Les exercices, les retours d'expérience, on les met quand même dans nos gestions de crise. Ok, sur la question de la responsabilité, ça reste quand même un retour d'expérience et on l'utilise comme ça, sans plus investir. Voilà, c'est un exercice de plus qu'on fait et on s'en sert en retour d'expérience. Donc vous mettez dans votre plan l'ensemble des comptes rendus des différents établissements scolaires. Voilà. Okay. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez aborder, sachant que c'était la dernière thématique? Donc on s'achemine vers la clôture. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces apports très, très, très terrain et très utiles. Merci beaucoup.